Cette histoire s'intitule « Après mon accident qui m'a laissé des cicatrices au visage, ma sœur m'a dit « Je ne veux pas de brûlure sur ton visage sur les photos », puis elle m'a viré de son mariage, avant de revenir me supplier pour 15 000 $. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Obligatoire. Ça s'est passé il y a environ 3 mois, petit disclaimer, mais je voulais partager comment je suis parti en mode nucléaire contre ma sœur toxique et mes parents. Moi, 28 ans, femme, j'ai besoin de vider mon sac sur l'énorme incendie de poubelle qui s'est produit avec ma sœur Mélanie, 31 ans. Attachez vos ceintures. Ça va être un sacré voyage. Soda ouvert, playlist rage en fond, et je m'apprête à balancer du thé nucléaire familial. Ma sœur aînée a toujours été l'enfant en or dans notre famille. En grandissant, c'était cette fille-là. Grande, blonde, sportive, capitaine des Pom-Pom Girls, le genre qui a atteint son pic au lycée sans jamais s'en rendre compte. Celle qui avait sa propre place de parking aux soirées et faisait porter ses livres aux premières années. Pendant ce temps, moi, j'étais la rat de bibliothèque discrète, avec de bonnes notes, tranquille dans mon coin. J'avais mon petit cercle de fidèles, pendant que Mélanie avait son armée de clones basiques, tout habillés pareil, parlant pareil. Nos parents, tous les deux âgés de 58 ans, n'ont jamais admis ouvertement avoir une préférée, mais franchement, c'était évident. Genre très évident. Papa rayonnait de fierté devant les matchs de foot médiocres de Mélanie, mais avait des réunions pendant mes remises de prix académiques. Maman avait un véritable sanctuaire des photos de homecoming de Mélanie sur la cheminée, mais a rangé ma lettre d'admission à l'université dans un tiroir, quelque part. Classique dynamique, un enfant sous les projecteurs, l'autre dans l'ombre. Pour le contexte, je ne suis pas né avec l'apparence d'un marshmallow brûlé. Il y a 3 ans, j'ai été prise dans un violent incendie domestique. Il était 2 heures du matin, je me suis réveillé en suffoquant dans une fumée si épaisse que je ne voyais même pas ma main devant mon visage. Le couloir était déjà en flammes. Apparemment, le câblage antédiluvien de mon immeuble a décidé de rendre l'âme cette nuit-là. J'ai dû ramper à travers de vraies flammes pour atteindre l'escalier de secours. J'ai réussi à sortir, mais pas avant d'être sérieusement brûlé au cou et au haut de la poitrine. Les médecins m'ont dit plus tard que 2 minutes de plus, et j'étais morte. Littéralement. J'ai passé 3 semaines en soins intensifs, dans un niveau de douleur qui te fait te demander si survivre était vraiment une bonne idée. La morphine faisait à peine effet. Je me suis retrouvé avec des cicatrices de brûlure bien vénères, visibles au-dessus de la plupart des décolletés, des plaques rosées et rouges, en relief, comme de la cire de bougie fondue. J'ai subi 3 opérations pour tenter de réparer les dégâts. Et oui, c'est mieux, mais c'est toujours très visible. Les enfants pointent encore du doigt. Les inconnus fixent encore. Les applis de rencontre sont passées de Hot Girl Summer, est-ce que tu as survécu à quelque chose? Comment j'ai géré le trauma? Comme une putain de bosse. Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Les factures ne se paient pas toutes seules, et l'auto-apitoiement ne guérit pas les greffes de peau. J'ai suivi chaque consigne médicale à la lettre, même les pommades cheloues qui sentaient le poisson mort et tachaient tout en jaune. J'ai fait toutes mes séances de kiné, même quand ça faisait un mal de chien et que je pleurais dans ma voiture après. J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes et je n'ai jamais raté une séance, même quand elle me faisait parler de trucs qui donnaient l'impression qu'on m'arrachait l'âme. Quand les infirmières m'ont dit que je devais exposer les brûlures à l'air pour guérir, je restais chez moi, torse nu, devant le miroir, à me forcer à ne pas détourner le regard de ce que j'étais devenu. Pas parce que je suis maso, mais parce que je refusais d'avoir peur de mon propre reflet. Je n'ai pas pleuré pour attirer la pitié. Je me suis débrouillé. J'ai appris à changer mes pansements seul, à repérer quels vêtements n'irritaient pas les zones sensibles, à préparer des réponses aux inévitables, qu'est-ce qui t'est arrivé, que chaque nouvelle personne me posait. Et pendant tout cet enfer médical, où était ma sœur adorée? Nulle part. Putain de nulle part. Elle est venue me voir à l'hôpital une seule fois. Jour 3. Elle a apporté une plante à moitié morte du magasin de souvenirs, et pendant toute la visite, elle regardait mes brûlures comme si elle allait vomir. Elle gardait ses distances, comme si les cicatrices étaient contagieuses. Elle est restée exactement 17 minutes. Oui, j'ai chronométré. Puis elle s'est soudainement souvenue qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur qu'elle ne pouvait absolument pas rater. Après ça, silence radio. Toujours une excuse bidon sur le boulot, super chargé, dès que nos parents suggéraient qu'elle m'aide. Pas le temps de t'emmener à la kiné, j'ai une réunion. Pas dispo pour faire les courses, je planifie un événement pro. Pas possible de venir t'aider à changer tes bandages, je pourrais me casser un ongle. Pendant ce temps, elle trouvait largement le temps de poster des photos de vacances à la plage et d'aller à des dégustations de vin avec sa bande. J'ai tout noté mentalement. Classé. Pas par vengeance, juste en enregistrant les faits. Quand quelqu'un te montre clairement la place que tu occupes dans ses priorités, écoute. Comme on dit, quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les la première fois. Et Mélanie m'a montré très clairement que quand les choses devenaient sérieuses, elle disparaissait. Avance rapide à l'année dernière. Mélanie se fiance avec un gars nommé Jason, 32 ans. Le cliché du mec de la finance, dans Parfaite, abonnement au country club.
Ils se sont rencontrés à un gala caritatif auquel Mélanie n'était allée que pour les photos Instagram, et ils sortaient ensemble depuis environ 2 ans. Honnêtement, je connaissais à peine le type, à part quelques discussions gênantes lors de 3 dîners familiaux, où il parlait surtout de CrossFit et de son portefeuille d'actions. Leur fiançailles était le summum du basique, demande sur un rooftop avec photographe planqué derrière des plantes, bague de la taille d'une petite planète, et vidéo d'annonce qui ressemblait à une pub pour des tampons. Lumière douce, course dans des champs, drap blanc partout. Elle a réussi à taguer 23 marques dans le post. On n'était pas des sœurs proches, mais on n'était pas non plus en guerre ouverte. On menait juste des vies séparées dans la même ville, se croisant parfois aux réunions familiales. Conversation limitée à « passe les pommes de terre », à Thanksgiving et aux messages d'anniversaire obligatoires. Et puis, sortie de nulle part, elle me demande d'être l'une de ses demoiselles d'honneur, avec 5 de ses amies basiques. Des copies carbone d'elle avec juste des couleurs de cheveux différentes. Le genre de filles qui s'appellent toutes « babe » et pensent que leur personnalité se résume à boire du matcha et regarder The Bachelor. Quand elle me l'a demandé, on était au dîner d'anniversaire de mariage de nos parents. Elle en a fait tout un spectacle, me tendant une boîte cadeau cheap avec un chouchou et une carte qui disait « Je ne peux pas dire oui sans toi » en écriture cursive. Maman a versé une larme. Papa est devenu tout sentimental. Moment Kodak parfait. Je voyais clair dans son jeu, pure mise en scène familiale. Faut bien que ta seule sœur fasse partie du cortège, sinon les gens vont poser des questions, non? Quel marié n'inclut pas sa sœur? Ça ferait mauvais genre sur le site du mariage. Impossible d'avoir tante Karen en train de chuchoter sur des dramas familiaux pendant la réception. J'ai dit oui, surtout par curiosité morbide. Appelle ça de la curiosité malsaine ou de l'autodestruction émotionnelle. Une partie de moi s'est dit que, peut-être, juste peut-être, Mélanie tendait un rameau d'olivier. Qu'elle essayait de réparer notre relation. Pendant environ 1 an, j'ai suivi tout le cirque de cette putain d'organisation de mariage, essayage de robe à n'en plus finir, visite de lieu, conneries de liste de mariage, tout le package. Mais très vite, j'ai commencé à remarquer des schémas. Elle me plaçait toujours sur le côté sur les photos, ou alors me demandait, par hasard, d'être celle qui prend les photos au lieu d'y apparaître. Pendant les essayages, elle orientait systématiquement la conversation vers des robes à col montant, qui m'iraient bien, pendant que toutes les autres demoiselles d'honneur choisissaient des modèles bustiers ou très échancrés. J'observais. Je ne disais rien. Je collectais juste des points de données. Une fois, dans une boutique de robes de mariée, la conseillère a demandé qui était la demoiselle d'honneur principale. Avant que qui que ce soit puisse répondre, Mélanie a bondi « Oh, c'est ma meilleure amie Ashley, la blonde là-bas ». Puis elle a lâché un petit rire gêné et ajouté « Ma sœur et moi, on n'est pas super proches, mais bon, la famille, c'est la famille, non ?» Comme si je n'étais pas juste là, à côté. Une autre fois, en parlant du week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Las Vegas, elle a dit tranquillement « On va passer beaucoup de temps à la piscine, donc tout le monde devrait prévoir des maillots trop mignons. » Puis elle m'a regardé et a ajouté « Ou alors, tu peux rester au cabanon si c'est plus confortable pour toi. » Traduction, s'il te plaît, ne montre pas tes cicatrices dégueu à la piscine pendant que mes amis sexy font des photos Instagram. Je suis quand même allé à cette VJF. J'ai mis un bikini. J'ai posté des photos. Mesquin? Peut-être. Nécessaire? Absolument. Puis, le mois dernier, Mélanie m'a proposé un déjeuner, juste nous deux. Elle disait vouloir rattraper le temps avant que le chaos du mariage ne devienne trop intense. J'avais déjà un mauvais pressentiment. Elle n'avait jamais voulu rattraper quoi que ce soit en 3 ans depuis mon accident. Et là, soudainement, elle m'envoie des emojis cœur et m'appelle « 6 » ville drapeau rouge. On s'est retrouvés dans un bistrot hors de prix en centre-ville, le genre d'endroit qui te fait payer 22 $ un toast à l'avocat et appelle ça de la cuisine, revisité. Mélanie était déjà là, en train de siroter une boisson rose décorée de fleurs comestibles, tapant furieusement sur son téléphone. Désolé, je confirme juste des détails avec la fleuriste, a-t-elle dit sans lever les yeux. L'organisation du mariage est littéralement en train de me tuer. Ensuite, elle a passé 15 minutes à tourner autour du pot avec des banalités gênantes. Tu te rends compte comme il fait humide en ce moment? Les dramas de ses collègues. Ses projets de lune de miel. On hésite encore entre Bali et les Maldives. Tu trouves que quoi se photographie le mieux? Je hochais la tête, la regardant tapoter son verre avec ses ongles manucurés à la française, attendant que l'autre chaussure tombe. Ce n'était pas un déjeuner entre sœurs. C'était un piège. Finalement, après avoir consulté son téléphone pour la 12e fois, elle l'a posé face contre table, s'est redressée et m'a lancé ce que j'appelle son regard de compassion corporate, la tête légèrement inclinée. Le même regard que sur sa photo LinkedIn. J'ai besoin de te parler des photos du mariage. J'ai juste levé un sourcil et attendu. Je savais ce qui allait venir, mais je voulais qu'elle le dise. Je voulais la regarder se tortiller à travers chaque syllabe du bullshit qu'elle s'apprêtait à balancer. Qu'elle assume sa laideur sans que je l'aide à l'édulcorer. Jason et moi, on en a parlé, a-t-elle continué en tripotant sa serviette. Et on pense que ce serait peut-être mieux pour tout le monde si, enfin, si tu ne faisais plus partie du cortège.
Je n'ai pas dit un mot. Je la regardais se débattre. C'est juste que tu sais à quel point ces photos sont importantes pour moi. On les aura pour toujours, et je rêve de ce jour depuis que je suis petit. Toujours rien de ma part. Le silence la rendait nerveuse. Exactement ce que je voulais. Finalement, elle l'a lâché. J'ai peur que ton état soit distrayant sur les photos. Ce n'est pas que j'en ai honte ou quoi que ce soit. C'est juste une question d'esthétique, tu vois. Je suis resté complètement neutre, ce qui semblait la paniquer encore plus. Je te veux quand même au mariage, évidemment, a-t-elle ajouté rapidement. Juste pas debout à l'hôtel avec nous. Et je pensais que tu pourrais faire une lecture ou quelque chose comme ça. Comme ça, tu participes quand même. Avant même que je puisse répondre, elle a enchaîné, j'ai déjà demandé à ma collègue Britney de te remplacer. Et j'ai dit aux autres demoiselles d'honneur qu'il y avait un changement de plan. Britney a déjà commandé sa robe. Cette meuf ne s'était pas contentée de m'éjecter à cause de mes brûlures. Elle m'avait déjà remplacé et avait informé tout le monde sans même m'en parler avant. Je me suis simplement levé, j'ai posé un billet de vin sur la table pour mon déjeuner, et je suis parti. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai pas insulté, je n'ai pas fait de scène. Je suis juste sorti. L'expression sur son visage valait de l'or. Elle s'attendait clairement à ce que je pleure ou que je pète un câble, et mon départ calme l'a complètement sorti de son scénario. Elle a fait exploser mon téléphone d'appels et de messages après ça. Je les ai mis en sourdine. Le lendemain matin, j'ai pris une autre décision, je n'irai pas à ce mariage. Point final. Puis ma mère a appelé. J'étais en plein rendez-vous de travail quand j'ai vu son nom s'afficher. Normalement, j'aurais laissé tomber sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Intuition maternelle, ou un truc du genre, juste pas dans le sens qu'elle espérait. Ta sœur est absolument dévastée, a commencé ma mère. Pas de bonjour. Pas de « comment tu vas ?» Directement le Mélanie Show. Apparemment, Mélanie était allée pleurer chez elle en disant que je dramatisais un petit changement dans le mariage et que j'étais parti du déjeuner sans raison. Que je faisais encore tout tourner autour de mon accident et que je refusais tout compromis. J'ai laissé ma mère finir sa tirade, qui incluait des perles comme « elle est sous tellement de pression, les mariages rendent tout le monde émotionnel, et ma préférée, tu sais à quel point l'apparence est importante pour ta sœur. » Quand elle a enfin manqué d'air, j'ai calmement expliqué exactement ce qui s'était passé, mot pour mot. Je lui ai dit comment Mélanie avait affirmé que mes brûlures ruineraient l'esthétique de son mariage, comment elle m'avait déjà remplacé avant même de m'en parler, et comment elle m'avait proposé de faire une lecture comme l'eau de consolation. Elle a utilisé le mot distrayant pour parler de mes brûlures, maman. Elle a dit que ça ruinerait l'esthétique de ses photos. Je suis sûr qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Et elle voulait dire quoi, exactement? Explique-moi l'interprétation non offensante de « tes cicatrices vont ruiner mes photos de mariage ». Ma mère est restée silencieuse un instant. J'ai cru, naïvement, qu'elle allait peut-être, juste peut-être, prendre mon parti pour une fois dans ma putain de vie. Puis elle a lâché, eh bien, c'est quand même son grand jour, chérie. Peut-être que tu pourrais être compréhensive, juste cette fois. Je suis sûr qu'elle ne voulait pas te blesser. Tu sais comme Mélanie est obsédée par la perfection, et ses photos seront accrochées à son mur pour toujours. J'ai eu l'impression de prendre une gifle. Pas que ça m'ait surprise. Ma mère faisait des excuses pour Mélanie depuis qu'on portait des couches. Quand Mélanie volait mes jouets, je devais apprendre à partager. Quand Mélanie a, accidentellement, ruiné ma robe de bal en renversant de l'eau de Javel dessus, j'exagérais, les accidents arrivent. Quand Mélanie a zappé ma remise de diplôme universitaire pour un week-end à Vegas, j'étais trop sensible, le voyage était prévu depuis des mois. J'ai répondu, position intéressante. Puis j'ai raccroché. Sans colère. Sans cri. Juste une coupure nette. Ensuite, j'ai bloqué son numéro pendant 24 heures pour me laisser le temps de digérer la trahison sans rajouter de l'essence sur le feu. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bouteille de vin et j'ai écrit une liste dans mon journal intitulée « Les personnes qui en ont réellement quelque chose à foutre de moi ». Elle était tristement courte. 4 amis. Un oncle. Ma thérapeute. Et mon voisin, qui avait nourri mon chat quand j'étais à l'hôpital. Absent notable, ma sœur, ma mère, mon père. Le voir écrit noir sur blanc était étrangement libérateur. Comme si j'admettais enfin, pour moi-même, que la relation que j'essayais désespérément de sauver était déjà morte. La semaine suivante, je me suis concentré sur mon boulot, je travaille en gestion de projet IT, pour celles et ceux que ça intéresse, et sur la salle de sport. Rien ne vide la tête comme des deadlifts lourds et du cardio nourri à la rage. J'enfilais mon casque à réduction de bruit, je mettais Rage Against the Machine à fond, et je soulevais jusqu'à ce que mes bras tremblent. Ensuite, tapis de course. Je courais jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que la sueur emporte la colère, temporairement, au moins. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me portais volontaire pour des projets supplémentaires, je restais tard pour déboguer des systèmes qui n'étaient même pas de ma responsabilité, et j'ai réorganisé toute la bibliothèque de documentation du service. Mon boss m'a même prise à part pour me demander si tout allait bien, parce que j'étais soudainement devenue agressivement productive. J'étais en plein footing de 8 km autour du lac,
pile à ce moment où ton corps hurle d'arrêter mais où ton esprit devient silencieux, quand Mélanie a appelé. J'ai vu son nom s'afficher sur mon Apple Watch. Refusé. 2 minutes plus tard, encore. 5 minutes plus tard, un troisième appel. Refusé. Puis un message, urgence. Faut qu'on parle maintenant. Vie ou mort. Suivi de, s'il te plaît rappelle-moi. Puis, c'est à propos du mariage. Urgent. Et enfin, je fais littéralement une crise de panique. Si tu ne me rappelles pas, je viens chez toi. Classique manipulation émotionnelle façon Mélanie. Quand on était enfant, elle me menaçait de dire à nos parents que je l'avais frappée si je ne lui prêtais pas mes vêtements. Au lycée, elle pleurait jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Certaines choses ne changent jamais. Très bien. Je lui ai répondu par texto, je serai chez moi à 6 heures. Tu peux passer, mais j'ai un appel à 8 heures. Tu as jusque-là. Elle est arrivée dans un état lamentable. Yeux gonflés, mascara coulé, cheveux en bataille. Tout le tableau. En legging et sweat à capuche, pour Mélanie, c'était presque l'équivalent d'arriver nue. Je ne l'avais jamais vue en public sans maquillage impeccable et une tenue qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Je lui ai proposé de l'eau. Rien d'autre. Puis j'ai attendu le drame. Pas de câlin. Pas de « ça va ?» Aucune parole réconfortante. Je suis resté là, dans mon salon, les bras croisés, attendant qu'elle parle. Tout est fichu, a-t-elle fini par dire entre deux sanglots. Le lieu a annulé. Apparemment, leur salle parfaite, une grange chic reconvertie dans une région viticole, avec 2 ans de liste d'attente, avait eu un gros problème. Incendie ou plomberie? Elle n'était pas claire et semblait agacée quand j'ai demandé des précisions. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il devait trouver un nouveau lieu à seulement 3 mois du mariage. On appelle partout, a-t-elle dit en faisant les 100 pas dans mon salon. Tout est complet, c'est la haute saison. Jason est au téléphone toute la journée avec des loueurs et des traiteurs pour voir si on peut reporter, mais on perdrait tous les acomptes. Je la regardais faire sa crise, sans rien ressentir. Ni satisfaction. Ni pitié. Juste du détachement. Comme si j'assistais au drame de quelqu'un d'autre. Puis son ton a changé. Du désespoir à cette fausse luminosité qu'elle prend quand elle va demander quelque chose. On a eu une nouvelle incroyable. Le domaine Rosewood a eu une annulation pour notre date. C'est encore plus beau que le premier lieu. Genre, parfait pour les photos. Félicitations, ai-je répondu, platement. Mais elle faisait tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt. C'est un peu plus cher que ce qu'on avait prévu, évidemment. Le lieu de rêve de secours était disponible, mais coûtait 15 000 $ de plus que leur budget. Comme par hasard, il y a toujours une option plus chère quand quelqu'un d'autre pourrait payer. Et là, elle a lâché la vraie raison de sa visite. Elle et Jason avaient déjà dépensé la majeure partie de leurs économies pour l'acompte du premier lieu, qu'ils risquaient de ne pas récupérer, et les autres frais du mariage. Elle savait que j'avais reçu une indemnisation d'assurance assez conséquente après l'incendie, environ 180 000 $ après frais juridiques, et elle voulait que je les aide en couvrant les 15 000 $ supplémentaires pour le lieu. J'ai presque admiré l'audace. Elle me vire du cortège parce que mes brûlures pourraient gâcher ses photos, mais veut que je paie 15 000 $ pour un lieu où je ne suis même pas assez bien pour être demoiselle d'honneur. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai dit, donc, si je résume. Tu m'as retiré de ton cortège parce que mes brûlures pourraient affecter tes photos. Et maintenant, tu veux que je te donne 15 000 $ pour un lieu où je ne suis pas digne de me tenir à tes côtés. Sacrée proposition commerciale. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort, disant que j'étais égoïste et rancunière, et que si je l'aimais vraiment, je voudrais qu'elle ait son mariage de rêve, malgré notre petit désaccord. Petit désaccord, ai-je répété. Tu m'as dit que mes cicatrices de brûlure ruineraient l'esthétique de ton mariage. Ce n'est pas un petit désaccord. C'est toi qui me montres exactement comment tu me vois, comme une marchandise abîmée à cacher. Tu déformes mes paroles, a-t-elle sangloté. Je n'ai jamais dit « marchandise abîmée ». Tu rends toujours tout dramatique. Tes mots exacts, c'était que mon état serait distrayant sur les photos. Que tu étais préoccupé par l'esthétique. C'étaient tes mots, Mélanie. D'accord. Peut-être que j'aurais pu mieux formuler. Mais ça ne change pas le fait que c'est mon mariage, et je veux juste qu'il soit parfait. C'est si mal que ça? Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte, et j'ai dit, j'ai déjà alloué cet argent à quelque chose qui en vaut la peine. Cette conversation est terminée. En partant, elle s'est retournée, je savais que tu rendrais tout ça à propos de toi. Ça a toujours été comme ça. Ton accident, encore et toujours. J'ai fermé la porte sans répondre. Ensuite, j'ai envoyé un message à mon boss pour demander un jour de congé et j'ai bloqué tous les numéros de ma famille pendant 24 heures. J'avais besoin de réfléchir. Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Appels et messages de mes parents disant que je détruisais la famille pour des broutilles et que je devais être la personne la plus mature. Apparemment, Mélanie leur avait dit que je refusais d'aider par jalousie de son bonheur, en omettant soigneusement la partie où elle m'avait viré du mariage à cause de mes brûlures. Les messages sont devenus de plus en plus manipulateurs, ta sœur rêve de ce jour depuis toute sa vie. La famille doit se soutenir dans les moments difficiles. Elle a fait une erreur, et tu l'as punie pour ça.
On t'a élevé pour être plus généreuse que ça, après tout ce qu'on a fait pour toi. Je n'ai répondu à rien. J'ai mis en place des filtres et j'ai continué ma vie. La seule personne que j'ai contactée, c'est mon oncle, le frère de mon père, un ancien militaire franc du collier qui n'a jamais gobé les conneries familiales. Ta sœur te montre exactement qui elle est, m'a-t-il dit autour d'une bière chez lui. Crois-la. Et tes parents te montrent où sont leurs priorités. Rien de tout ça n'est une surprise si tu fais attention. Je fais attention, ai-je répondu. Bien. Alors tu comptes faire quoi avec cet argent? Je lui ai expliqué mon plan, investir 50% dans un portefeuille diversifié, utiliser 30% comme capital de départ pour un réseau de soutien aux survivants de brûlures que je développais, et garder les 20% restants pour moi, formations avancées dans mon domaine et un appartement correct dans un quartier plus agréable. Intelligent, a-t-il hoché la tête. La meilleure revanche, c'est de construire une belle vie dont ils ne pourront jamais s'attribuer le mérite. Mon oncle Steve a toujours été la voix de la raison dans notre famille. Quand j'étais à l'hôpital après l'incendie, il était là presque tous les jours. Pas à me couver ni à être maladroit, juste présent. Il lisait un livre dans un coin de ma chambre ou m'apportait un vrai café pour remplacer la boue immonde de l'hôpital. Il n'a jamais regardé mes brûlures avec pitié ou dégoût, juste avec une reconnaissance factuelle. Les brûlures sont simplement la preuve que tu as survécu à quelque chose qui a essayé de te tuer, m'a-t-il dit un jour. Rien dont tu devrais avoir honte. Mes parents sont débarqués à mon appartement à l'improviste samedi dernier. Ils disaient vouloir apaiser les choses, mais c'était évident qu'ils venaient surtout me mettre la pression en face à face puisque je ne répondais plus à leurs appels. Ma mère a même eu l'audace de dire « Tu as reçu cette indemnisation pour t'aider à avancer dans ta vie. Tu ne penses pas qu'aider ta sœur serait une bonne façon d'en utiliser une partie ?» Je l'ai regardé calmement et j'ai répondu « Cet argent finance un réseau de soutien pour les survivants de brûlures. Les papiers sont signés. L'argent est déjà alloué. Mais tu pourrais sûrement en donner un peu, » a ajouté mon père. Mélanie, c'est la famille. La même membre de la famille qui m'a viré de son mariage parce que mes cicatrices de brûlure allaient ruiner ses photos, ai-je répondu. Leurs expressions m'ont tout dit. Ils savaient déjà. Mélanie leur avait expliqué exactement pourquoi elle m'avait retiré du cortège, et malgré ça, ils prenaient encore son parti. Quand je l'ai souligné, mon père a dit, on sait qu'elle aurait pu gérer ça autrement, mais elle est très stressée par le mariage. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Donc le stress justifie la cruauté maintenant, ai-je demandé. Intéressant comme standard. Ne sois pas si dramatique, a soupiré ma mère. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle a dit explicitement que mes brûlures ruineraient ses photos de mariage. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre ça. Bon, il faut bien admettre qu'elles sont visibles, a dit ma mère en jetant un coup d'œil à mon cou. Peut-être qu'elle voulait juste que son grand jour soit parfait. À cet instant-là, j'ai compris à quel point ils étaient cruels et sombres à l'intérieur, totalement indifférents à ce que je pouvais ressentir. Ils pensaient sincèrement que ma sœur était justifiée de m'exclure à cause de mon apparence. Les mêmes parents qui avaient passé toute mon enfance à prêcher que la beauté intérieure et le caractère comptaient plus que l'apparence. Je me suis levé. Cette conversation est terminée. Je ne donnerai pas d'argent à Mélanie. Je n'irai pas au mariage. Et maintenant, j'ai besoin que vous partiez tous les deux. Tu ne peux pas couper la famille comme ça, a commencé ma mère. Si, je peux. Et c'est ce que je fais. Ce n'est pas une négociation. Mon père a tenté une dernière carte de culpabilité, ta sœur aura le cœur brisé si tu n'es pas là. Ma sœur sera soulagée, les jeux corrigés. Elle m'a déjà dit que mes brûlures détourneraient l'attention de son jour parfait. Je lui rends service en ne venant pas. Après leur départ, mon téléphone s'est mis à exploser. Ma mère m'a envoyé une avalanche de messages, je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi, ça détruit ton père. Mélanie a toujours été là pour toi. La famille doit rester soudée. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais. Tu brises le cœur de ta sœur. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. L'audace était presque impressionnante. Mes brûlures avaient consumé chaque aspect de ma vie pendant 3 ans, la douleur physique, le traumatisme émotionnel, les regards insistants, les questions gênantes, les désastres amoureux, les obstacles professionnels à force de manquer le travail pour des opérations. Et pendant tout ce temps, Mélanie avait été un fantôme. Mais maintenant qu'elle avait besoin d'argent, soudainement, j'étais de nouveau la famille. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon oncle Steve pour le petit déjeuner dans notre dîner habituel. C'est le frère cadet de mon père, ancien militaire, bâti comme un tank mais avec le cœur le plus tendre du monde. Quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, il a juste secoué la tête lentement. Tu sais, a-t-il dit après un moment de réflexion, tu n'as pas besoin de crier la vérité sur tous les toits. Fais-la simplement disponible pour ceux qui demandent. Steve a toujours été comme ça. Une sagesse tranquille, lâchée entre 2 bouchées de pancakes. Pendant que mes parents idolâtraient chaque réussite de Mélanie, c'était lui qui venait à mes compétitions de débat et à mes foires scientifiques. À l'hôpital, après l'incendie, il venait tous les jours avec des livres et des podcasts pour m'aider à supporter la douleur. Concrètement, qu'est-ce que tu suggères, ai-je demandé. Eh bien, a-t-il répondu en remuant son café,
Ta sœur est probablement déjà en train de raconter sa version pour te faire passer pour la méchante, en disant que tu es jalouse ou aigrie. Alors sois prête avec ta version, mais ne la diffuse pas. Juste les faits, sans émotion. Laisse les gens tirer leurs propres conclusions. Puis ma tante Lisa, la sœur de ma mère, m'a envoyé un message. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé avec le mariage de Mélanie. C'est complètement abusé. Ça va? Mon cousin Ryan, maman m'a raconté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et franchement, tes brûlures ne dérangent personne à part des abrutis superficiels. Même ma grand-mère de 80 ans, qui envoie rarement des messages, m'a écrit « J'ai entendu parler du drama du mariage. Mélanie a tort. Je viens te voir le mois prochain à la place. Je t'aime. » Pendant 3 jours, silence total de la part de ma famille proche. Puis mon oncle m'a rappelé. « Ta sœur appelle tout le monde pour tenter de limiter les dégâts, m'a-t-il dit. Ça ne marche pas très bien pour elle. » Qu'elle continue, ai-je répondu. Les faits sont les faits. Le lendemain, j'ai reçu un message de Mélanie, on doit parler. Maintenant. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, elle était devant ma porte. Comment oses-tu raconter des mensonges sur moi à la famille, a-t-elle attaqué directement. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte sans l'inviter à entrer. J'ai raconté exactement ce qui s'est passé. Si ça te fait mal paraître, ce n'est pas mon problème. Tu essaies de ruiner mon mariage. Non, je n'y participe simplement pas. Il y a une différence. Tout le monde m'appelle pour demander si je t'ai vraiment viré à cause de tes brûlures. Mamie menace de ne pas venir maintenant. Tu as retourné toute la famille contre moi juste avant mon mariage. J'ai simplement dit la vérité. Tu m'as dit que mes brûlures ruineraient tes photos, puis tu m'as demandé 15 000 $. Ce sont des faits. Tu déformes ce que j'ai dit. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment aurais-tu pu le vouloir dire autrement, Mélanie? Éclaire-moi. Elle a bafouillé, puis a changé de tactique. Écoute, je suis désolé si ce que j'ai dit a blessé tes sentiments. Ce n'était pas mon intention. Mais tu cherches délibérément à saboter mon mariage en retournant la famille contre moi, et c'est mesquin. Je n'ai retourné personne contre toi. Tes propres actes s'en sont chargés. Elle a exigé que je répare la situation en disant à tout le monde que j'avais mal compris ses intentions. J'ai refusé. Cette conversation est terminée, ai-je dit en fermant la porte pendant qu'elle continuait de crier. 2 semaines ont passé. J'ai appris par mon oncle que Mélanie avait trouvé un autre lieu, moins cher, en dehors de la ville. Apparemment, plusieurs membres de la famille avaient décliné l'invitation après avoir appris ce qui s'était passé, dont ma grand-mère et l'oncle Steve. Mes parents, eux, ont continué leur campagne de pression. J'ai complètement arrêté de répondre à leurs appels et j'ai mis en place un filtre email qui répondait automatiquement « Je n'assisterai pas au mariage et je n'apporterai aucun soutien financier ». Toute discussion supplémentaire à ce sujet est close. Puis Jason, le fiancé de Mélanie, m'a contacté pour me proposer un rendez-vous, sorti de nulle part. J'ai accepté, plus par stratégie que par intérêt émotionnel. On s'est retrouvés dans un café près de mon bureau. Il avait l'air extrêmement mal à l'aise, tripotant sans cesse son col et évitant mon regard. Je savais que Mélanie t'avait demandé de ne pas être demoiselle d'honneur à cause de tes brûlures, a-t-il avoué d'emblée. Je lui ai dit que ce n'était pas bien. Sa voix s'est éteinte. Mais tu as quand même suivi, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête. Je suis coincé entre soutenir ma future femme et savoir qu'elle a été injuste avec toi. Je suis désolé de ne pas t'avoir davantage défendu. Tes excuses sont notées, ai-je répondu. Tu voulais quelque chose de précis en me demandant ce rendez-vous? Jason a tenté de proposer un compromis, que j'assiste au mariage en tant qu'invité. J'ai refusé net. Il avait l'air choqué, m'a dit que j'étais dur. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de sentiment, mais de respect, quelque chose que Mélanie n'avait clairement pas. Elle m'avait exclu à cause de mes cicatrices tout en attendant de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a marmonné que je voulais lui faire du mal. Je lui ai dit que mes limites n'étaient pas négociables. Plus tard, Mélanie m'a écrit pour demander à me voir. J'ai accepté une dernière fois, avec une limite claire, 30 minutes. Elle a commencé comme si elle me faisait une faveur, prétendant qu'elle était prête à me pardonner tout le drame. Quand je n'ai pas réagi, elle a changé de tactique, trop sensible, tout ça n'était qu'une question de logistique photo, puis elle m'a proposé de me réintégrer comme demoiselle d'honneur si j'aidais à payer le lieu. J'ai tout refusé. Pas de rôle. Pas de mariage. Pas d'argent. Pas de contact. Elle a explosé, disant que je ne pouvais pas la couper comme ça parce que la famille, c'est la famille. Je lui ai répondu que la famille montre du respect, et qu'elle m'avait traité comme un problème à cacher et un portefeuille à vider. Quand elle m'a accusé de déformer ses propos, je me suis levé. Conversation terminée. Relation terminée. Fin. Le jour du mariage, évidemment, je n'y suis pas allé. Mon oncle non plus. J'ai passé la journée à finaliser les papiers pour le réseau de soutien aux survivants de brûlures que je finançais. D'après ce que j'ai appris ensuite, le mariage était tendu. Plusieurs proches présents ont fait des remarques sur mon absence, obligeant Mélanie à se justifier sans cesse sur le fait que sa seule sœur n'était pas là. Apparemment, ma grand-mère est venue à la cérémonie, mais est partie avant la réception,
en prenant soin de dire à plusieurs personnes qu'elle était déçue de la façon dont Mélanie avait géré les choses. Mon cousin m'a envoyé quelques photos. Le lieu était clairement un downgrade, une salle de bal d'hôtel milieu de gamme, loin du domaine de luxe qu'elle voulait. Et Mélanie avait l'air stressée sur la plupart des photos. Je ne dirais pas que ça m'a fait plaisir. Bon, peut-être un peu. Le lendemain de leur retour de lune de miel, un long week-end à Miami au lieu des 2 semaines en Europe prévues, Mélanie s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Je l'ai laissée entrer. Une dernière fois. Le mariage n'était pas comme je l'avais imaginé sans toi, a-t-elle commencé. Je regrette la façon dont les choses se sont passées entre nous. J'ai attendu, lui laissant l'occasion de s'excuser vraiment. À la place, elle a dit, j'aurais pu mieux formuler les choses pour l'histoire des demoiselles d'honneur, mais tu as surréagi et empiré la situation en parlant à la famille. Malgré tout, je suis prête à tourner la page. Non, non, quoi? Non, je n'accepte pas tes excuses bancales. Non, je n'ai aucune envie de tourner la page. Non, je ne veux pas continuer une relation où je n'ai de la valeur que quand ça t'arrange. Donc c'est fini? Avec moi? Avec nos parents? Oui. J'ai réaffecté mon indemnisation d'assurance. La moitié est investie, le reste finance un réseau de soutien pour les survivants de brûlures et améliore ma propre vie. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement. Je change de numéro la semaine prochaine. Tu choisis tes brûlures plutôt que ta famille, a-t-elle dit avec dégoût. Je choisis le respect plutôt que le mépris. C'est aussi simple que ça. Elle est partie sans un mot de plus. Ça fait 3 mois que je suis parti, et honnêtement, la meilleure décision de ma vie. J'ai déménagé. Nouvel appartement, nouveau quartier, beaucoup moins de chaos. Coupure totale. Nouveau numéro, nouvel email, grand ménage sur les réseaux sociaux. Seul l'oncle Steve a mes coordonnées, et il n'est pas du genre à céder à la pression, peu importe combien mes parents l'harcèlent. Et ces 15 000 $ que Mélanie me suppliait de lui donner, je les ai investis dans quelque chose qui compte vraiment. Phoenix Rising, un réseau de soutien pour survivants de brûlures que j'ai lancé le mois dernier. On a commencé petit, groupe de parole sur Zoom et site web basique. Aujourd'hui, des dizaines de personnes nous contactent, participent, retrouvent force et connexion. La semaine dernière, j'ai animé une session avec une fille de 19 ans qui venait juste de sortir de l'hôpital après un accident de cuisine. Caméra éteinte, presque silencieuse. À la fin, elle l'a allumée, m'a vu, cicatrice comprise, vivre ma vie sans me cacher. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle pensait que sa vie était finie. Ce moment valait chaque centime que j'ai dépensé, et bien plus encore. Le programme thérapeutique qu'on a lancé est complet, 10 participants, avec une liste d'attente qui s'allonge. 2 fois par semaine, il rencontre une spécialiste du trauma qui est elle-même survivante de brûlures. Ça aide. Vraiment. Et c'est le genre d'héritage que je préfère laisser. Mon cercle est restreint maintenant, solide, composé de vraies personnes qui me traitent comme un être humain, pas comme un problème à régler ou un compte à exploiter. Mon voisin m'apporte du pain frais sans jamais détourner le regard de mes cicatrices. Jamal, mon collègue, a repris un client en pleine réunion pour une remarque déplacée. Taylor m'a tenu la main lors de ma dernière opération et est resté jusqu'au retrait des bandages. Et la docteure Chen, ma thérapeute, m'a dit les choses franchement, s'éloigner de gens qui continuent de te blesser, ce n'est pas de la froideur. C'est de la survie. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un aussi. Rencontre via des amis communs. Premier rendez-vous, il a remarqué les cicatrices, a posé une question, écouté, puis est passé à autre chose. Pas de malaise. Pas de pitié. Juste du respect. Rien que ça, c'était une victoire. J'ai eu une promotion aussi. Les formations que j'ai financées ont porté leurs fruits, et maintenant je dirige une équipe sur un projet majeur. Drôle comme les choses se mettent en place quand on arrête de traîner du poids mort derrière soi. Quant à Mélanie et Jason, il paraît qu'ils traversent déjà une mauvaise passe. Le drama du mariage ne s'est pas évaporé une fois le gâteau coupé. Jason a demandé à l'oncle Steve comment j'allais, signe qu'il commence peut-être à voir ce que j'avais vu depuis longtemps. Mais ça, ce n'est plus mon cirque. Je croyais que cet incendie m'avait détruite. Qu'il m'avait tout pris, ma paix, ma confiance, le corps que je reconnaissais. Mais maintenant, je vois les choses autrement. C'était ce qui a brûlé tout ce qui était faux et m'a forcé à reconstruire depuis zéro. Plus de faux semblants. Plus de compromis humiliants. Plus d'accepter des miettes en appelant ça de l'amour. Certaines personnes ne changent jamais parce qu'elles pensent ne pas en avoir besoin. Très bien. Qu'elles restent comme elles sont. Moi, je change. La vie est trop courte pour garder des gens juste parce qu'ils partagent ton sang. La famille, ce sont ceux qui se présentent pour toi, pas ceux qui partagent ton nom. Et parfois, ce qui manque de te briser finit par te montrer ton but. Cet incendie ne m'a pas détruite. Il m'a libérée. Et comme le dit toujours l'oncle Steve, la meilleure revanche, c'est de bien vivre. Alors c'est exactement ce que je fais.